Hi, my name is Hugues Theoret, Senior Associate for Sussex Strategy Group. Welcome again to our federal election show. We have with us today the privilege to have the former Parliamentary Budget Officer, Jean-Denis Fréchette. Hi, Jean-Denis. Thanks for joining the show. Hello, Hugues. Thank you for inviting me. So, Jean-Denis, you resigned in September 2018 as the Parliamentary Budget Officer after a 5-year term. I believe you were appointed under the previous government, Harper government, in 2013. So, can you tell us a little bit about the role of the Parliamentary Budget Officer in the House of Commons? Just a small clarification. I did not resign per se in 2008. Last year, 2018. The fact is that when I was appointed, it was a 5-year term, and I agreed to a 5-year term. And as you know, 2 years ago, the government changed the legislation, and now the PBO is appointed for a 7-year term. For 7 years. Yeah. So it's when I decided to opt out from my second term of 7 years, just because it was a little bit too long for me. I mean, I would have did a 5-year one, but five years is enough. 7 years is a pretty long period for PBO. PBO, as you ask, is the watchdog of the budget. That's basically the watchdog for the parliamentarians. As you know, budget is really a complicated topic. I mean, there are many measures. Parliamentarians don't always have the time or understand all the details in the budget. So the budget officer is there to help them to better understand and do their job. Because, as you know, Parliament is the ultimate place where you vote for a budget. So you have been a key player in terms of for federal government budget issues. If you compare the current government, Trudeau's government, compared to the previous government, Harper's government, what are the differences in terms of fiscal policies, the biggest contrast differences between both governments? We all know that under the current Conservative government, I mean, that was clear that there was an edict fix, an objective that was the balanced budget. So right. With some measures, some boutique, credit taxes and so on, but essentially, so it was pretty straightforward to follow the budget, even though still complicated, but the ultimate objective of the Conservative in terms of their political framework, the fiscal framework, was the balanced budget. The government, the Liberal government, the current government for some weeks, still some weeks. It's more complicated, as you know. The objective, their objective, the anchor of having a balanced budget in 2 years, that disappear over time. Now the other anchor is really just to have a ratio of debt GDP that is not growing. So that's basically the main differences between the two. What is interesting though with the coming election, general election coming, is that in 2011, the Conservative Party made 149 promises, and they met 104 of them. So basically, 78% they met the promises they made in the election 2011. In 2015, the Liberals made about 260 promises, and they met only 52% so far of these promises. So you can see that more promises you make, it's more difficult to have, some fiscal policies that will meet all these promises over time. So it will be interesting to see in the next elections, in the coming election, I should say that, which party will make fewer promises but meet them in a short and over the period of 4 years. All right. So generally, would you say that the economy is doing better than when you took office in 2013? You have a tough question. Yeah, but it's a relevant question. But you're the specialist. It's a different era. I mean, as you know, the economy is growing. I mean, still growing. There are some clouds, really dark clouds hanging over our heads, particularly at the international level. But those clouds, I mean, are still under control. So eventually, yes, it's different than 2013. I mean, 2013 was just 4 years after the Great Recession of 08, 09. Now, the Liberal government had
good run or easy run with the economy. So they didn't have to do, although they spent a lot of money, the economy was good over the time, better in 2000 than 2013, but basically just because of the normal economic cycle that we can experience in the world. The deficit will reach, we expect the deficit will reach almost $20 billion for this fiscal year, 2019, 2020. Would you say that the government make a mistake that not prioritizing the debt, the reimbursement of the debt? So would you say that they should focus more on the reimbursement of the debt instead of spending money, Canadian money? I won't say it's a mistake. I mean, it depends of the school of thoughts you are in. I mean, some people will say deficit is not that bad if you maintain some kind of fiscal sustainability, right, which is basically the growth of your economy is higher than the growth of your debt, which is, basically what most of the economists, particularly, in Ottawa, the finance department, as long as you're sustainable in long term, I mean, they will say that the deficit is not that bad. Other people will say no, because basically you're building that debt, even though that debt is not growing as fast as the economy. I mean, you still build. So, I mean, it's not a mistake. It's something. What is a mistake is that to promise that you will come back, as the Liberal did. I mean, that is not a mistake, but it's certainly something, a target that will be with them until, has been with them until now, will be with them with the next election, because they certainly cannot promise to come back to a balanced budget with, as you mentioned, $20 billion deficit. I mean, this is impossible to come back in 2 years. It will take, I think the latest PBO's projections say in 10 years only we'll come back to a normal, to a balanced budget. In the last budget, we saw Finance Minister Bill Morneau who announced a measure of, I believe it was something like $1.2 billion for the first home buyer. Of course, they were targeting the millennials. And when we know that the millennials will be the biggest group of voters for the next federal elections, what do you think about, what's your opinion on this cherry-picking boutique, measures? Would you think that puts the Canadian, the risk is that the Canadian will get more cynical about politics with that types of measures? My opinion is that too bad that we're not millennials, you and I. Yes. But yes, you're right. But I think the problem with that announcement, certainly, I mean, some families will benefit from that announcement, but I think it's 100,000 families will be able to have access to that program. The problem right now, in terms of the election, if you make the link between the announcement, was announced in the budget 2019. We didn't have any details until recently in June. The program will be in place only in early September. So the impact on the election, or the people voting in favor of this government because of the $1.2 billion, I mean, I don't think that will be a big impact, because it will take time to build into the process of people thinking, or the behavior of people understanding that this is some kind of a gift that they receive from the government. I think that the big impact will be, I don't know if you have supply manage producers in your organization, or you're working for. I mean, as you know, the budget, there were a $3 billion announcement. I think this will have a bigger impact on the election, because they're still waiting for the money. There are no details. The announcement was supposed to be made early in the early in the summer, then end of July. We're now in almost mid-August exactly, and there's still nothing coming from that $3 billion. So that could be among, even though the supply managers or supply manage producers are spread all across the country, in general, these kind of measures not being announced, not implemented, that has a bigger impact on the election. Well, we know that the small businesses are, I would say, the cornerstone of the Canadian economy. About 50% of Canadians works in small businesses, and 86% of Canadian exporters are small businesses. So we had the federal government that,
small measures, I would say. In the last budget. Do you think that the government, federal government, is doing enough to help small businesses in Canada? It's not really my field of expertise, but I can certainly say that red tape is pretty important. It's still very important for small businesses. The other thing, as an economist, productivity in this country is still low compared to other OECD countries. And I think the government has a role to play with small businesses and larger businesses as well, but particularly with small businesses, with the shortage of labor and so on, productivity is something that is the major factor that can increase the growth of the economy here in Canada. So the government should play a bigger role in terms of programs that will help small businesses to improve their productivity. Under the current government, Trudeau's government, the PBO launched a new task, a new policy to evaluate the cost of political platforms for the next election. So you think it's a good idea? And I'd like to hear you on this, because is there a risk that the PBO will be politicized by this task, this activity? It's a question I could ask you if you're happy with the PBO doing this kind of electoral proposal platforms. It's the only second PBO in the world. I mean, Australia is doing it. It's the only second PBO in the world that has the legislative mandate. Netherlands are conducting some kind of electoral proposal costing, but Netherlands doesn't have the legislative authority to do it. Just because, as you know, Netherlands, they have about 12 different parties, so totally different ball game over there. There's a risk for the PBO. I'm pretty sure, and I'm totally sure, actually, that Yves Giroux, the new PBO, will have, and his team, they have the expertise to maintain themselves under the radar and not put themselves in trouble. The problem with costing that is, I would say that the main problem or the main concern I have is that some people may use some of these results and turn them into, I won't say fake news, but some, twist them a little bit so that they make a point for a specific political party as opposed to another one, which is a problem, will be a problem for the PBO eventually. That's the biggest risk. Politician never does that. Yeah, no. You're right. Okay, thanks. Well, there is a high probability, we don't have crystal ball, that the next government could be a minority government. So as a former PBO, can you explain us what's the difference of our budgets tend to differ from a majority to a minority government? It's interesting. It's an interesting question because in Canada we tend to, some parties, when they are in the minority situation, they tend to believe that they're still majority and they do what they think they should do, and they don't pay attention to other parties during when they are under a minority government, just because they have almost the insurance that nobody wants to go back to an election within 6 months. So that's why it normally takes about 2 years. The first budget basically is the budget of the government in place at that time, even though it's a minority government. No really major changes. They will be just a little bit more careful, but technically we haven't learned really yet to work with in a minority pizza type of government. Yeah. So if this assumption is followed, the government's confidence will be at stake in the next federal budget. Could be. So on what type of budgetary measures do you think the opposition parties could try to overthrow the next government? We don't have crystal ball, but it's just a scenario. Yeah, a very hypothetical question here. I think the same measures that will be, of course, the same measures that will be in the electoral platform of various parties. So, I mean, environment will be one. So any measures following that under a minority government that will influence the environment, and including the carbon tax and any other measures to reduce the pollution and so on, will be under attack. Pharmacare could be, because we already know that pharmacare is something that at least two parties, the Liberals and the NDP, I believe, will be
including in their platform. So, and other parties may not want the Bloc and the Conservative not really, because the Bloc for some other reason than the Conservative. But pharmacare is a national pharmacare. It could be a problem, and it's something that I believe that will be in a lot. There will be that will generate a lot of discussions during the election. So it will generate discussion after the election as well under the minority government. Can we imagine that an opposition party could obtain more than what Jack Layton NDP get in I believe in 2005? Was it in 2005? Yeah, when Paul Martin's Liberal government, they made huge concessions to the NDP. I believe was $4.6 billion program for social programs, and so do you believe that this could be possible under the next government? Anything is possible, but also anything can be impossible. Depending of who the players are. I mean, you gave an example of Paul Martin, Jack Layton, probably in the same kind of surfing the same wave in some purely for social policies and so on. This time, as I mentioned before, I mean, we haven't learned like Germany and Italy and Netherlands I mentioned before. We haven't learned in Canada to work with in terms of alliances and so on. So it's going to be difficult to have an approach that will be working depending if what kind of government we will have. Possible alliances maybe with the NDP, the Green Party, even the Bloc Québécois. Who knows? Well, the Bloc Québécois is at 18% intention of vote in Quebec, which is enough for it's like having in baseball. I would say they have two runners on the first base, second base, no out yet. So I mean, they are in kind of a good position in Quebec. So, and only in Quebec, of course, but they could be a balance there. I would not be surprised to see this kind of alliance developing, even though it's difficult. I mean, I can see an alliance developing between, I don't know, the Greens, the Bloc, and so on. So, I mean, we will see that. Any predictions for October 21st? Oh, that's a nasty question. Sorry, Jean-Denis. It's my role. Yeah, I know. No, I don't have any prediction. I think it's going to be a really interesting election time. PBO having a role to play. It's going to be interesting to see if there will be some influence there. I hope not too much, just more informative than being, influential in terms of results that PBO will produce. As for the results, I mean, we are in democracy. We're going to live with whatever we will have in terms of the government. Well said. Jean-Denis Fréchette, thank you very much and enjoy your retirement. Thank you, Hugues. Thank you. Bonjour, je suis Hugues Theoret, collaborateur principal chez Sussex Strategy Group. Bienvenue encore une fois à notre émission sur les prochaines élections fédérales qui auront lieu le 21 octobre prochain. Nous avons sorti de sa retraite aujourd'hui l'ancien directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Jean-Denis. Merci, Hugues. Ça me fait plaisir. Bon, vous avez, en septembre 2018, vous avez quitté vos fonctions de directeur parlementaire du budget après un terme de 5 ans. Vous avez été nommé sous l'ancien gouvernement, sous le gouvernement Harper en 2013. Pouvez-vous nous expliquer un peu en quoi consiste le rôle du directeur parlementaire du budget à la Chambre des communes? Merci pour la question. Effectivement, j'ai quitté après 5 ans parce que le terme était un terme de 5 ans. Je veux juste préciser que c'était maintenant 7 ans parce que la loi a changé. Pendant ma période de 5 ans, la loi a changé. Maintenant, c'est un terme de 7 ans. Alors, je trouvais que c'était un peu long pour relancer les dés sur la table puis poursuivre un autre 7 ans. J'aurais été prêt à faire 5 ans, mais 7 ans, là, c'était un peu long pour moi. Oui, j'ai été nommé par le gouvernement Harper. Ce qui était intéressant parce que j'ai connu les deux, évidemment, avec l'élection de 2015, etc. Puis notre rôle demeure le même, un rôle de PBO, de directeur parlementaire du budget, de DPB, c'est essentiellement aider les parlementaires. C'est notre rôle parce que le budget, c'est quelque chose de compliqué. Pas tout le monde comprend. Il manque de temps pour les parlementaires souvent d'examiner ces projets de loi qui ont 300-400 pages, comme vous le savez. De plus en plus, ces projets de loi sont très, très longs en termes de projets de loi
pour présenter le budget comme tel. Alors, on est là pour justement surveiller le budget du gouvernement pour les parlementaires. On les aide à mieux faire leur travail, qui est d'approuver les fonds publics, parce que c'est eux qui, ultimement, détiennent les cordons de la bourse. Absolument. Bien, justement, vous l'avez mentionné, vous avez travaillé sous les 2 derniers gouvernements. Donc, quelles sont selon vous, les principales différences entre les 2 gouvernements, le gouvernement Trudeau, le gouvernement Harper, sur sur le plan fiscal, sur leur façon de dépenser les deniers publics? Dans le cadre, sous le gouvernement conservateur, c'était assez clair. C'est-à-dire qu'il y avait un objectif précis, c'était avoir un budget équilibré le plus rapidement possible. Ce qu'ils ont atteint d'ailleurs en 2015, finalement, ils ont atteint, après toute cette période là, difficile qui a suivi la grande récession de 2008-2009, ils ont atteint leur budget équilibré. C'était l'objectif. Alors, tout autour de leur politique fiscale, etc., tournait autour de ça. Alors, c'est relativement un objectif facile à suivre. C'est une idée fixe qu'ils avaient, alors c'est ce qu'ils suivaient. Il y avait des crédits, etc., certains petits programmes, mais essentiellement, c'était ça. Dans le cas du Parti libéral, évidemment, on sait, ils avaient l'objectif d'atteindre un équilibre budgétaire après 2 ans. Ils l'ont oublié, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont pris un autre objectif, un autre ancre fiscal, c'est-à-dire de garder un ratio dette-PIB qui croît pas plus vite que l'économie. Donc, c'est-à-dire un ratio qui est quand même soutenable à long terme, parce qu'ils savaient très, très bien qu'ils ne pouvaient plus revenir à un équilibre budgétaire à l'intérieur de 2 ans, notamment parce qu'ils ont commencé à avoir tous ces programmes d'expansion, etc., au cours dès les premières années. Alors, évidemment, deux philosophies différentes, 2 objectifs différents, un vraiment axé sur un équilibre budgétaire, une vision à plus long terme, les autres sur une vision plus à moyen terme et à court terme. Bon, pendant votre mandat comme directeur parlementaire du budget, mais je dirais aussi pendant toute votre carrière aussi à la Bibliothèque du Parlement, vous avez été un observateur privilégié de la politique fédérale puis des questions budgétaires. Diriez-vous que l'économie canadienne, généralement, va mieux maintenant que lorsque vous êtes rentré en fonction là, comme directeur parlementaire en 2013? Bien, 2013, il faut se souvenir, c'était seulement 4 à 5 ans après la grande récession de 2008-2009. Alors évidemment, depuis ce temps-là, il y a eu évidemment une croissance de l'économie mondiale, bien qu'il faut croire là, que maintenant, il y a des nuages noirs là, qui sont au-dessus de nos têtes au niveau mondial, notamment à cause des États-Unis et de la Chine, etc. Alors, mais au cours des 5 dernières années, je pense que le gouvernement libéral a eu, les 4 dernières années, le gouvernement libéral a quand même eu je dirais pas l'ont eu de façon facile, mais c'était plus facile parce que l'économie croissait. Et on le voit d'ailleurs, c'est-à-dire, oui, ils ont accumulé des déficits, mais les revenus étaient au rendez-vous. Alors, ça leur a permis justement de garder ce niveau là, de dette PIB, ce ratio relativement bas et en décroissance au cours de la période. Sinon, je dis, ça aurait été plus catastrophique. Alors oui, l'économie est meilleure. Difficile de lier seulement, par exemple, au gouvernement qui était en place. Je pense que le cycle économique mondial a fait que l'économie a été meilleure. Mais là, je crois que ça achève. On sait tous qu'il y a une récession qui va arriver. On ne sait personne quand elle va arriver. Oui, c'est ça. Ça, c'est la ballot question, comme on dit. Bien, le déficit pour 2019-2020 va friser les 20 milliards. Diriez-vous que le gouvernement actuel a fait une erreur dans le dernier budget en ne préconisant pas le retour à l'équilibre budgétaire? J'aimerais vous entendre là-dessus, là, cette façon-là de dépenser davantage que de rembourser, que de s'assurer de retourner à l'équilibre budgétaire. On est 2 personnes, il y a peut-être 2 écoles de pensée, je ne sais pas. Les 2 écoles de pensée sont évidemment celle qui est un peu plus conservatrice, une approche fiscale plus prudente, qui est d'atteindre ou de tenter d'atteindre des équilibres budgétaires régulièrement. L'autre école de pensée dit, ben c'est pas nécessairement nécessaire en autant que c'est soutenable. Être soutenable, c'est-à-dire, comme je l'ai mentionné auparavant, si ton économie croît à un rythme au plus rapide que la croissance de ta dette par rapport au PIB, bien évidemment, là, tu es en situation, ce que les économies, comme on dit, c'est soutenable. C'est-à-dire que tu peux durer pendant longtemps et tu ne retrouves pas là, dans un déficit qui va faire que ça va devenir insoutenable et à court terme et à moyen terme. Ceci étant dit, un déficit de 19 milliards, ça ne se résorbe pas comme ça. Alors, ça peut prendre plusieurs années. Les projections du DPB, je pense, parlent d'une dizaine d'années. Les dernières
projection. Alors, avant qu'on revienne à un équilibre budgétaire, ceci étant, avec les mêmes mesures, on a une élection, on pourrait avoir des nouvelles mesures, etc., plus de dépenses, une récession, ce qui va retarder un peu ce processus-là. Alors, ça dépend qui on est, c'est comme dans la vie, ça dépend qui on est, qu'est-ce qu'on pense, à quoi on croit. Je pense que il faut fixer des objectifs en autant qu'on a puis qu'on les réalise. C'est généralement la meilleure approche qu'on peut avoir de façon fiscale. Même chose pour des individus, même chose pour le gouvernement. Bon, dans le dernier budget, on a vu le ministre des Finances, Bill Morneau, a annoncé une mesure de plus d'1 milliard de dollars pour aider les jeunes, il faut le dire, hein, pour acheter une première maison. Donc, je pense que c'est assez clair que les observateurs de la scène politique ont vu là une stratégie pour cibler les milléniaux qui vont former ce groupe de voteurs, le principal groupe de voteurs lors des prochaines élections. Diriez-vous que cette mesure ciblée-là, ça renforce un peu le cynisme des Canadiens envers la politique? Nous, on ne peut pas être cynique parce qu'on n'est pas des jeunes, puis on ne peut pas profiter de cette mesure-là. Alors, nous, on est neutre face à cette. Alors, je donnais une réponse neutre. Le 1,2 milliard, je pense que évidemment, ça va favoriser une centaine de mille de familles. Là. Puis, je veux dire, pour eux, évidemment, il faut être heureux. Ça va leur donner accès. Ceci étant dit, ils vont avoir Big Brother, qui est le gouvernement, qui va posséder 5 à 10 de la valeur de leur investissement. Alors, ceci étant dit, est-ce que ça va permettre de favoriser des votes de la part de ces gens-là? Il faut comprendre que l'annonce a été faite au budget, aucun détail. Les détails sont venus au mois de juin. Par la suite, le programme commence seulement au début du mois de septembre. Ça se réalisera pas tout de suite. Ça se cristallisera pas, je pense, dans l'esprit des gens que le programme de 1,2 milliard vienne aider ces jeunes familles-là à accéder à la propriété. Alors, pour l'influence que ça peut avoir sur le budget, sur les élections, pardon, je pense que ça va être relativement minime. Par contre, ce qui pourrait avoir plus d'influence, selon moi, c'est le 3 milliards de dollars qui a été annoncé également dans le budget pour les producteurs sous gestion d'offres. Ils attendent toujours le paiement et on peut comprendre que même si les producteurs sous gestion d'offres sont relativement dispersés à travers le pays, d'un océan à l'autre, quand même, ça va marquer les esprits, ça va marquer la classe des agriculteurs de façon générale parce que le montant n'est pas encore payé. Ça, je pense, peut avoir plus d'impact sur l'élection. Puis même s'ils se faisaient payer, on sait très bien que, par exemple, si, par exemple, le programme ne rencontre pas leurs attentes, etc., ça pourrait avoir un effet négatif, même en payant 3 milliards de dollars. Surtout, bon, c'est mon opinion, une opinion éditoriale, surtout que la majorité des producteurs laitiers sont concentrés en Ontario puis au Québec, puis c'est, en tout cas, on regarde, on voit que Mais il y a tous les producteurs de poulet, de volailles, etc. Alors, ça a un impact, là, et, comme je dis, dispersé, mais quand même, ça marque les esprits davantage que le 1,2 milliard pour les jeunes familles. Bon, on sait que les petites entreprises, les PME qu'on appelle, sont vraiment la pierre angulaire de l'économie canadienne. On parle de 50 des Canadiens qui travaillent dans une petite entreprise. 86 des exportateurs canadiens sont des petites entreprises. Bon, on a vu certaines mesures dans le dernier budget, mais on a senti qu'il y avait on avait été généralement déçus dans le milieu des affaires sur cet aspect-là dans le dernier budget. Diriez-vous que généralement, le gouvernement en fait assez pour aider, dans le fond, les petites entreprises, les PME au Canada, qui sont, comme je le dis, un peu la force économique là, du pays? C'est pas nécessairement les petites entreprises, c'est pas nécessairement ma tasse de thé, là, c'est pas mon champ d'expertise, mais comme économiste, je dirais, il y a deux choses là, qui vraiment, on sait, c'est vrai pour les petites, c'est vrai pour les moyennes et les grandes entreprises. Tout ce qui est les tracasseries administratives, là, toute la paperasse, etc. Il y a eu des tentatives là, de la part de certains gouvernements par le passé pour diminuer justement ce red tape, comme on dit si bien en anglais. Ça fonctionne plus ou moins, il y en a encore, là, je dirais, on l'entend, de la part là, des groupes qui représentent les petites entreprises. Il y a encore beaucoup de tracasseries administratives. L'autre chose, comme économiste, je dirais, la productivité au Canada est un facteur extrêmement difficile à améliorer. Puis on a une productivité qui pourrait être plus grande. Elle est parfois en croissance dans certains secteurs par la force des choses, à cause des technologies, etc. Mais on est encore à la traîne par rapport à certains autres pays de l'OCDE. Le gouvernement a certainement un rôle à jouer. Il y a 200 millions par année d'innovation et
qui a été investi là, récemment par le gouvernement libéral, mais c'est peut-être pas suffisant là, pour bâtir justement des programmes et investir dans la productivité en partenariat avec les petites entreprises, parce que c'est là qu'on en a le plus besoin, je crois. On regarde les sondages, bon, les gens qui suivent la politique canadienne actuellement regardent les sondages, puis on sent, bon, les élections seulement dans 10 semaines, mais on a de la difficulté à croire que les Canadiens vont élire un gouvernement majoritaire, donc les risques, les chances que ce soit un gouvernement minoritaire sont très élevés. Quelles sont les différences entre, sur le plan budgétaire, un budget dans un gouvernement majoritaire par rapport à un budget dans un gouvernement minoritaire? Souvent, la première année, il n'y a pas de grande différence parce que le gouvernement minoritaire en place pense que personne ne veut retourner immédiatement en élection, fait qu'ils font un peu attention en termes dans leur cadre financier, etc. Et font un peu attention de ne pas nécessairement flatter leurs opposants de la mauvaise façon. Alors, ils restent dans le bon sens du poil. Mais reste que au Canada, on a cette difficulté justement à comprendre qu'un budget en position minoritaire, c'est pas la même chose. Alors, fiscalement parlant, souvent, il y a des grands projets, des grandes promesses qui vont tomber à l'eau. On peut penser que des sujets, l'environnement, etc., là, ça pourrait être certainement une source de dissension qui va venir. Ça risque fort, oui. Bien, on le sait que si on suit cette hypothèse-là, ce scénario-là d'un gouvernement minoritaire, généralement, puis on regarde dans l'histoire, sur quel type de mesures budgétaires les gouvernements sont-ils défaits à la Chambre des communes? Est-ce qu'il y a des mesures plus particulières que d'autres ou c'est vraiment selon, au cas par cas? C'est au cas par cas, puis ça dépend également des campagnes électorales, des promesses qui ont été faites. Ouais. Alors, on peut penser que l'environnement qu'on a parlé, justement, ça va en être une. L'assurance médicaments qu'on n'a pas au Canada de façon nationale, c'est toutes des assurances médicaments à la pièce dans les provinces, etc. Ça va faire l'objet de certainement deux partis politiques qui ont déjà parlé que ça pourrait être inclus dans leur campagne électorale. Alors, évidemment, des sujets comme ça coûte très cher. Là. Le programme d'assurance médicaments au Canada, c'est 20 milliards de dollars là, financé par le fédéral. On pourrait penser que ça, là, si quelqu'un, un gouvernement minoritaire, peu importe lequel, décide de mettre ça dans le premier budget et dit « je vais dépenser 20 milliards de dollars », c'est sûr que là, il y a d'autres partis qui vont dire « ben là, c'est beaucoup d'argent pour un programme qui est peut-être pas national comme tel. Le Bloc québécois pourrait dire ben, c'est une juridiction plus provinciale, etc. Le Parti conservateur dirait c'est trop. Vous vous éloignez encore de votre cible de réduction du déficit, etc. Alors, c'est des sujets comme ça. Je pense que c'est les élections qui vont déterminer. Le cannabis, ça va être certainement à l'heure du jour pendant la campagne électorale parce que là, tous les coûts sont refilés aux provinces. Alors, tout ce qui pourrait être fait. Alors, environnement, assurance médicaments, cannabis pourraient être des sujets de dissension là, lors d'un prochain budget. Essentiellement, les partis vont devoir éventuellement mieux gérer les attentes des autres partis dans un budget fait par un gouvernement minoritaire. Bon, on se souvient, en 2005, pendant le gouvernement libéral de Paul Martin, c'était un gouvernement minoritaire, il avait fait des concessions énormes au NPD qui détenait la balance du pouvoir. Donc, c'était le parti de Jack Layton qui avait réussi à obtenir 4,6 milliards de dollars dans le budget pour des mesures, bon, des programmes sociaux, etc. Pensez-vous que c'est encore possible de voir ça là, dans l'avenir en politique canadienne? Tout est possible et tout est impossible à la fois. Parfois, l'exemple que tu mentionnes est intéressant parce que M. Martin, quand même, avait un même schéma de pensée, un peu sur la même longueur d'onde en termes de politique sociale, etc. Donc, c'était peut-être que là, il y avait une tempête parfaite pour une accalmie, une accalmie du milieu du moment. Je ne sais pas dans un contexte présentement de 2019, si on a ce genre d'affinité, etc. On va voir, là, c'est à suivre, ça va être intéressant de le voir. Ça peut être difficile. Comme j'ai mentionné, des alliances, on n'a pas appris, on n'a pas tout à fait encore appris de travailler avec des alliances. Il y a des partis qui travaillent continuellement, c'est des partis minoritaires continuellement. On le voit avec l'Allemagne, c'est difficile, mais ça se fait. Enfin, on le sait, on l'a vu dans ce gouvernement, le dernier gouvernement, le gouvernement Trudeau a lancé, sous l'ancien gouvernement, le directeur parlementaire du budget a lancé un nouveau service pour évaluer les coûts des programmes des partis politiques.
En quoi pensez-vous que ça pourrait jouer un rôle lors des prochaines élections? Et deuxième question, est-ce que ça risque un peu de politiser le bureau là, du directeur parlementaire du budget? Clairement, il y a un risque, c'est évident, parce que c'est un nouveau joueur qui vient s'immiscer dans une campagne électorale, un joueur qui n'est pas un parti politique. Alors évidemment, il y a un risque, là, mais je pense que l'équipe de Yves Giroux, le directeur parlementaire du budget actuel, et son équipe sont bien préparés, c'est des professionnels, ils savent comment gérer justement des situations comme ça. C'est tout le risque, c'est pas tellement de donner l'information, ça c'est un beau risque, c'est-à-dire, je suis pas sûr que tout le monde va bien digérer l'information, mais au moins, je veux dire, ça va donner un peu plus d'ouverture, un peu plus de transparence justement à certaines de ces promesses-là. Ceci étant dit, est-ce que l'influence va être trop grande? Ça, il faudrait pas que l'influence soit trop grande. Informer, c'est une chose, influencer, c'en est une autre. Supposons que le lendemain d'une publication d'un calcul de résultat, du résultat d'un calcul d'une plateforme, pas d'une plateforme, mais d'une proposition, que le sondage de Nick Nanos dit Parti libéral baisse de 10 points parce que le rapport du PBO a fait ça, du DPB, pardon, c'est un peu problématique dans ce contexte-là. Mais je pense que la plus grande crainte, et je l'ai déjà mentionné de façon publique, la plus grande crainte que j'ai, c'est que des tierces partis, non pas nécessairement des partis politiques, mais par exemple des gens qui veulent manipuler l'information, commencent à diffuser de l'information fausse par rapport à des données. Si le DPB dit ça va coûter 5 milliards, puis que la personne, groupe dit non, ça va coûter seulement 1 milliard d'avoir fait un programme d'assurance médicaments au Canada, mais évidemment, mais là, vous savez comment que la boule peut tourner. Alors, ça peut être problématique et difficile à contrôler également. Jean-Denis Fréchette, merci beaucoup. Merci puis d'avoir participé à notre émission et je vous souhaite une belle retraite. Je crois que les abeilles vous tiennent occupé. Les abeilles, je suis apiculteur depuis l'âge de 18 ans, alors j'ai recommencé encore de plus belle. Les abeilles me tiennent très occupé. C'est un très, très bel été. Alors, elles ont été très productives jusqu'à présent. Félicitations et profitez bien de votre retraite. Merci, Jean-Denis. Merci, Hugues.